titulaire d'un doctorat de médecine générale, titulaire d'un diplôme de spécialisation pédiatrie, membre des sociétés savantes dans le domaine médical, travaux et publications sur les revenus scientifiques et internationaux, donc la santé au Sénégal, diagnostic et état des lieux. Je parlais d'engagement tout à l'heure. L'engagement qui se manifeste dans le cadre du parti, elle est motivée tout simplement par une vision que je partage avec la façon d'agir, la façon de faire. J'ai dit tout à l'heure dans mon propos que je n'étais pas un professionnel de la politique telle qu'on l'a fait et telle qu'on l'a connue jusqu'à maintenant au Sénégal en tout cas. Où voilà, c'est un jeu d'injectif, un jeu de jet de pâture, ainsi de suite. Là, il s'agit d'une démocratie participative. Tout à l'heure, en échangeant avec M. Ndiaye, on parlait de démocratie sanitaire. C'est un concept qui est nouveau et qui prend en fait toute sa place dans les quelques échanges que je souhaiterais partager avec vous. Je parle bien d'échanges. Je n'ai pas un exposé tout fait en venant vous dire ce qu'il y a à faire, quelle est la réalité des choses au Sénégal. Non, je ne suis pas dans un cadre didactique. Je voulais juste qu'on pose les bases en fait, d'une réflexion. On réfléchisse ensemble sur l'état des choses au Sénégal. Le diagnostic de ce qu'on a comme système de santé au Sénégal, l'idée c'est pas de repasser en revue en fait toute la longue liste des problèmes dont le secteur de la santé souffre, mais surtout apporter un plan de réflexion. Je voulais que ça soit quelque chose d'interactif et que ça soit une réflexion qu'on va mener ensemble pour essayer, à la lumière de ce que je vais dire et au diagnostic qu'on va amener à établir ensemble, quelles peuvent être les perspectives pour trouver une solution par rapport aux difficultés. Parce que d'aucuns sait que parler du problématique de la santé au Sénégal, c'est le constat est vite fait. C'est quoi le système sanitaire au Sénégal? C'est qu'il n'y a rien. En tout cas, il n'y a rien qui marche. Donc voilà, il n'y a rien qui marche, bon, c'est fini, le débat est clos. Mais nous avons tous une responsabilité parce qu'il s'agit avant tout de questions humaines. Il y a un adage qui dit, puisqu'on nous a intimé de parler un petit peu en wolof aussi, que bokk bu ci ñaari soxla xajee fekk dafa sedd. Moi en général, quand tu peux penser à quelque chose d'autre, c'est que tu es en bonne santé. Quand on parle d'état de droit, quand on parle de pétrole, ainsi de suite, c'est parce qu'on a la santé de penser à ça. Donc tant que le boulot, tu ne peux pas penser à autre chose. Donc ceci dit, la santé, juste pour recadrer et puis dire les concepts, tels que l'OMS l'a défini, et pour vous dire qu'on est tous concernés en fait. L'OMS est l'Organisation mondiale de la santé. Il dit que pour dire que je suis en bonne santé, il faut que vous soyez en état de bien-être complet, physique, mental, social, et que la santé ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Ça me fait rire en fait. C'est juste pour dire qu'il n'y a personne qui est sain. C'est-à-dire que si on se réfère à la définition de l'Organisation mondiale de la santé, on peut être indemne physiquement, avoir peut-être des soucis mentaux, si ce n'est pas le cas sociétal, on a tous des problèmes dans ce sens-là, et ne consiste pas à l'absence. Donc, à un moment donné à un autre, de personne ou de fait, on est tous interpellés par ce problème-là. Bon, puisque le débat est en fait, puisqu'on est tous demandeurs, intervenants et de près ou de loin impliqués à ce système-là, ça de fait devient un droit pour tout le monde que l'État doit garantir. Un État doit garantir. Je suis malade, je dois me faire soigner, l'État ou bien en tout cas les responsabilités doivent faire en sorte que je puisse me soigner décemment. Donc moi je dis au-delà du fait que ce soit un droit, je dis je suis malade, j'ai le droit ou je dois me soigner. Peut-être que dans le conseil, je ne suis pas juriste, mais le terme droit ne me paraît pas adapté. Pour moi, c'est une question de dignité humaine, tout simplement. Parce qu'au-delà de toutes les considérations qu'on peut avoir, humainement, on ne peut pas regarder une autre personne souffrir. C'est une question humaine. Et quand on se réfère à nous-mêmes parce qu'on est malade, on aimerait aussi avoir accès à des soins, tout simplement. Avoir accès à des soins au moment opportun, parce que si on est malade tout de suite et qu'on peut voir le médecin que dans 48, 72 heures, peut-être que ce sera trop tard, il faut que cette qualité de soins auquel on pense espérer soit acceptable et que ça puisse être abordable, ce qui pose raisonnablement la question
du coup dont on parlera en fin d'exposé, et qu'on ait une qualité appropriée. Donc ça reprend à peu près les 3 items, les 4 items, la disponibilité. Donc c'est une question en fait qu'on va être amené dans le cadre du parcours des soins au Sénégal, l'accessibilité, l'acceptabilité et la qualité des soins. Donc avant de parler des chiffres, parce que voilà, j'aime pas trop parler des chiffres, parce que les chiffres, j'ai tendance à dire qu'on les fait dire ce qu'elles veulent dire. Ça c'est juste des indicateurs, parce qu'on a besoin aussi d'indicateurs pour savoir ce que nous avons. Et souvent les indicateurs, ça permet aussi de comparer par rapport au programme que nous on a et par rapport à d'autres pays tout simplement. Donc ça c'est juste dans mon exposé à camper en disant que nous avons ça. Et c'est une goutte d'eau vraiment dans l'océan pour dire que c'est vraiment insignifiant. Je voulais juste pas m'attarder dessus parce que pour moi la santé, comme je vous ai dit en début, c'est une histoire humaine. Je suis malade aujourd'hui, il faut pas... Au moment où je suis malade, peu importe les indicateurs, il ne va rien du tout. J'ai mal à la tête, il faut que je sois soigné, peu importe. Est-ce qu'il y a le cadre qui existe, est-ce qu'il y a le parcours qui existe, qui me permet d'avoir un soulagement à ma souffrance ou pas? C'est ce qu'on va essayer de voir. En tout cas, pour faire simple, en termes d'infrastructure de santé, de termes de couverture de santé, toujours pour faire référence à l'OMS, qui est l'organisme qui chapeaute tout ça, il nous dit simplement qu'en termes de couverture d'infrastructure, le Sénégal n'a pas atteint encore les normes qu'il faut. Donc je voulais juste vous montrer 2 diapositives et je vous parlerai plus de chiffres. Parce que les chiffres, en fait, tout le monde peut les trouver. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous dire que, en termes de mortinatalité, ainsi de suite, c'est des données qui peuvent être accessibles pour tout le monde, qui sont des indicateurs qui sont très parlants, mais qui sont catastrophiques pour le Sénégal. Et quand je dis catastrophique, il n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose. Mais je vais juste vous montrer 2 diapos, et c'est ces diapos-là qui vont peut-être, sur lesquels vont tenir toute l'importance de mon propos. C'est un comparatif, parce que quand on fait les choses aussi, il faut qu'on se compare pour savoir ce qu'on fait, dans quel cadre on est. Il y a 2 indicateurs qui sont très très importants pour moi en termes de prise en charge de santé. Parce que la santé, c'est d'abord les ressources. Il y a l'histoire des ressources humaines. Quand on est malade, on va soit chez un médecin, à l'hôpital. Le premier approche qu'on a, c'est qu'on a un personnel en face. Donc, c'est à la ressource humaine. Donc, c'est les médecins qui soignent, il y a le paramédical qui intervient, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on peut mesurer la prise en charge ou l'indice, c'est un indicateur en tout cas qui peut être important en disant qu'un système de santé peut être viable, peut être important en fonction du nombre, du prorata, de pourcentage de soignants par rapport à la population générale. C'est un indicateur qui peut être parlant. Et nous, on peut se situer en se disant, ben, écoutez, nous, on en est là. Peut-être que pour beaucoup de choses, ça ne va absolument rien dire. Mais est-ce qu'on se situe par rapport au niveau d'autres pays qu'on connaît et bon, dont on juge que peut-être ils sont aussi pauvres ou un peu plus aisés que nous. Et la deuxième chose, c'est les structures. Parce qu'il y a les médecins, il y a les personnels paramédicales, mais aussi il y a l'infrastructure. Est-ce que l'infrastructure est là? Est-ce qu'il y a le plateau technique, et ainsi de suite. Donc pour moi, il y a ces 2 indicateurs-là. Je voulais juste vous parler de ces 2 indicateurs-là. Après, le reste, je vous rapporte à la réflexion. Donc ça, c'est un premier indicateur qui parle du nombre de médecins pour 100 000 habitants. Et ça vous permet de situer. Je ne sais pas si vous la voyez, la diapositive, le Sénégal par rapport à d'autres pays. Comme le Ghana, qui est un pays africain pair, comme on dit, ou bien la Guinée aussi, qui est un pays frontalier, et sans comparer, hein, c'est pas, je n'ose même pas tenter la comparaison avec la France. Donc ça, c'est le ratio du nombre de médecins que nous avons pour 100 000 habitants à peu près. Les chiffres varient entre 4, 5 et 6, globalement jusqu'à 6. Ça suscite la réflexion. Et ça permet aussi de savoir que, voilà, malgré tout le tapage qu'on fait sur la réalité de notre système de santé, on est très très mauvais. Sur ce premier indicateur-là, en tout cas. Le même indicateur, mais de façon comparative par rapport à d'autres pays. Bon, je n'ai pas pris les pays développés, j'ai pris juste les pays émergents, parce que nous, on tend maintenant à dire qu'on va être un pays émergent. Et dans ces pays émergents, il y a la Malaisie, le Vietnam, en tout cas les pays de l'Asie. Il y a des pays africains de référence comme le Maroc. Quoi qu'on puisse dire, on dit que oui, le Sénégal forme des médecins marocains, machin, ainsi de suite. Mais bon, il n'y a pas lieu de comparer. Et je vais vous dire pourquoi. Et moi, dans mon histoire personnelle, c'est un pays que j'ai connu parce que après le bac, j'ai fait une première partie de mes études au Maroc. Donc,
en termes de référence en pays, sur la prise en charge au niveau de la santé, vous voyez que le gap en termes de comparaison, ça n'a rien à voir. Donc, toujours sur les deux items dont je vous parlais, sur le rapport du nombre de médecins pour 1000 habitants là, pour le coup, et le nombre de lits pour 1000 habitants. Je pense que ça vous situe assez clairement la position du Sénégal. Je pense que c'est pas exprès que ça soit en dernière ligne, hein. C'est pas exprès, mais c'est juste que voilà, c'est des statistiques de dernière de la classe en fait. En tout cas, c'est ce que le tableau dit. Moi, je ne dis pas, je ne sais pas, tout le monde est capable de lire en tout cas. Ça, c'est des chiffres que vous trouverez sur le programme Sénégal émergent. Il y a un secteur santé, un certain médecin qui s'appelle Bousso. Pour vous dire que ça, c'est des chiffres que actuellement le gouvernement, en tout cas, qui défend le Sénégal émergent, le médecin qui a écrit, a donné ces chiffres. C'est sans commentaire. Alors, les chiffres, ça dit quoi? Donc, pour les pays émergents, juste, ou bien comme pour le Maroc, entre le nombre de médecins au Maroc pour 1000 habitants par rapport au nombre de médecins pour 1000 habitants au Sénégal, c'est de l'ordre du simple au 10 fois. Et pour le nombre de lits d'hospitalisation pour 1000 habitants, vous avez du simple au 4 fois. Genre, pour 1000 habitants que vous prenez au Sénégal, il y a à peu près 0, en fait, c'est 6 médecins pour 100 000 habitants, à peu près. Et l'hospitalisation. Donc voilà, ça c'est des chiffres, je ne vais pas m'apesantir dessus. Et j'aurais pu faire une très très longue liste de données chiffrées comme ça, sur le nombre de personnel paramédical, le nombre de sages-femmes, libéraux, de paramédicales, infirmiers, ainsi de suite, ainsi de suite. Et n'importe quel item que vous prendrez, il faut juste, pour faire simple, savoir qu'on est dans ces standards-là. C'est-à-dire qu'on est dans les standards de dernière de la classe, par rapport à tout le monde en fait. Même, vous avez vu dans le tableau, par rapport au pays de l'UEMOA, on est vraiment très très mauvais. Et je n'ai pas cité la Mauritanie qui est à côté, et on est vraiment très en deçà de la Mauritanie, même en termes de ratio. On dira peut-être qu'on a, en termes de nombre d'habitants, ce n'est pas la même chose, mais ceci ne justifie pas cela. Je reviens juste pour dire, en fait, pour parler de parcours de soins. Je ne veux pas parler de chiffres, je veux parler de l'histoire de l'homme, en fait. On va chercher un médecin parce qu'on a besoin. Et c'est cette expérience-là que je veux partager avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en France, vous êtes malade, j'ai mal à la tête, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez un médecin, oui docteur, j'ai mal à la tête. On a peut-être la veille pris un Doliprane, ça ne soulage pas, donc vous pensez être judicieux d'aller consulter. Vous appelez votre médecin, donc il y a un premier niveau d'accueil, donc vous avez un médecin que vous pouvez appeler. Est-ce que quelqu'un dans la salle a déjà eu mal à la tête au Sénégal et puis il pense appeler un médecin de son quartier? Je pense que la réponse est à l'unanimité non. Parce qu'on n'a pas de premier niveau de soins où il y a un médecin que tu vas appeler. Ça n'existe pas au Sénégal. Ça, c'est la vérité des choses. Et dans le parcours de soins, c'est quelque chose de très important. Parce que ça nous permet d'identifier les carences que nous avons et de poser surtout les actes dans la réflexion qu'on va être amené à avoir. Donc ça, c'est l'item le plus simple. Donc, en pré-hospitalier, où nous n'avons rien. Nous avons peut-être des structures de santé, les centres de santé, les cases, machin, qui sont censés abriter des médecins, mais malheureusement, qui ne les abritent pas. Quand vous venez dans cette structure de santé, la première personne avec laquelle vous avez affaire, c'est un infirmier qui va venir, bon, vous avez quoi? Vous avez mal à la tête, il vous fait une liste de prescriptions et vous rentrez. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc, en termes de prise en charge, il y a ce premier gap. Donc, il permet d'identifier un premier niveau de difficulté. La deuxième chose, je passe sur un volet peut-être un peu plus grave. Vous avez une femme enceinte, 3e trimestre, bon, la salle est manifestement jeune, on est tous confrontés, en tout cas pour ceux qui ne sont pas encore et qui ont de la famille au Sénégal, il faut savoir et vous mettre à l'idée qu'un jour ou l'autre, vous allez être dans la difficulté. C'est un constat, personne n'y échappe. Soit vous êtes déjà confronté, soit vous allez être confronté, parce que si ce n'est pas vous, c'est la famille proche, ainsi de suite. Et malheureusement, à la situation de gravité, c'est souvent ça, parce qu'au Sénégal, quand on décide d'aller consulter, c'est parce que c'est grave. C'est grave parce qu'il y a une urgence vitale. Il y a une urgence vitale parce que voilà, on a une femme qui est enceinte, qui est en 3e trimestre, qui saigne, avec un bébé qui, s'il est amené à naître, il va être prématuré. Donc, il a besoin de soins d'urgence, c'est-à-dire de soins tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je fais toujours le comparatif par rapport à les systèmes qu'on connaît. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on appelle le 15.
éventuellement. Parce que si on juge que c'est suffisamment grave, on ne va pas prendre le risque de faire autre chose. Il y a le 15 qui existe. C'est un système de régulation. Quand vous faites le 15, vous tombez sur un médecin. C'est toujours sur le médecin que vous tombez. Donc le médecin il vous dit, vous expliquez à peu près la situation à laquelle, et lui il va juger la gravité de la situation. Si c'est une urgence vitale, parce que c'est un saignement, parce que c'est un enfant qui a de la fièvre, qui conduit, ainsi de suite, il y a une prise en charge de l'hôpital, donc il va déclencher une équipe. Souvent c'est comme ça que ça se passe, il va déclencher une équipe. C'est-à-dire il y a des unités mobiles, il va envoyer un camion, dans le camion il y a un médecin, il y a une infirmière, il y a de quoi faire la prise en charge initiale. Et puis, une fois sur place, ils vont techniquer, ils vont traiter l'urgence en tout cas sur place. Et puis, ils prennent une attache avec un service hospitalier, ils vont transférer les malades sur ce système, sur le... Juste un comparatif, au Sénégal, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes devant une situation d'urgence, vous avez votre belle-sœur, ce jour-là, pour une raison de temps en vacances, je ne sais pas, qui est à 7 mois de grossesse, qui commence à saigner, qui commence à avoir mal au ventre. Ou bien vous êtes parti en vacances, vous avez votre enfant de 4 ans, 5 ans, il a de la fièvre toute la nuit et puis il se met à convulser. C'est quelque chose de grave, c'est deux situations qui sont graves. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas le 15. Est-ce qu'il y a le 15 au Sénégal? Est-ce que quelqu'un sait s'il y a le 15 au Sénégal? Pas. Voilà, donc ce qu'on fait, c'est, comme il dit cher, il y a le taxi, ou bien il y a la voiture qui est disponible. Et ça dépend dans les villages. Ou bien il y a les charrettes aussi. Donc, voilà. Donc, on prend le malade, on le met dans un taxi, banquette arrière, ou bien on le met dans une voiture. Et puis là commence un long parcours du combattant. Vous habitez à Pikine ou à Grand Yoff, vous atterrissez peut-être dans un premier temps, même sans pouvoir avoir une information préalable. Parce que quand on sait la nature des soins dont on veut bénéficier, parce que tous les hôpitaux n'ont pas de maternité, tous les hôpitaux n'ont pas de neurologie, ainsi de suite. Donc vous prenez votre malade et vous allez dans l'hôpital le plus proche, en n'ayant même pas la connaissance de est-ce qu'on peut prendre en charge ou pas. Donc vous arrivez avec votre malade, si vous avez la chance et qu'il ne meurt pas entre les doigts le temps d'arriver, et vous arrivez, bon, soit vous avez de la chance, c'est une structure qui est capable d'accueillir cette urgence-là, ben on va regarder, on va vous dire, ben, écoutez, celui qui le voit, ben, il jette la tête, est-ce que j'ai de la place, j'ai pas de la place, ou il dit, j'ai pas de la place. Vous arrivez aux urgences, vous avez une urgence au Sénégal, et ça existe ça n'existe nulle part ailleurs. Vous avez un malade avec une urgence vitale. Je ne parle pas de celui qui a mal à la tête, qui va attendre 6 heures aux urgences. Je parle d'une urgence vitale. Une femme qui saigne parce qu'il est en 3e trimestre, qui risque de perdre son bébé, de mourir. Une personne qui conduit, qui va mourir si on ne prend pas en charge tout de suite. Vous arrivez à l'hôpital, on vous dit, on ne regarde pas votre malade, on vous dit que, bah, écoutez, on n'a pas de place. Sans un œil d'un médecin qui va venir voir est-ce qu'il y a des soins d'urgence. Je ne parle même pas de la prise en charge en hospitalier. Qu'est-ce qu'il fait la famille? Il reprend son malade. Et il va aller chercher ailleurs. Il va aller à Fan, il va aller à Principal, machin, ainsi de suite. En tout cas, là, il pense avoir de la place tout simplement. Donc le malade, il attend de mourir une deuxième fois. Donc, si au grand des hasards, vous arrivez avec un malade qui a envie, dans des structures d'urgence. Et pourquoi je parle d'urgence? Parce que les urgences, c'est la porte d'entrée de l'hôpital et de tout le parcours qu'il y a derrière. Voilà, dans la catastrophe, qui est-ce qui l'amène? C'est une urgence vitale, oui, c'est une urgence vitale. Si vous avez la chance de voir un médecin assez rapidement parce qu'il n'est pas à la clinique, il y a 1 heure et qu'on va aller chercher pour qu'il revienne et que le malade ait le temps de mourir une 3e fois. Donc il vient et fait une prescription pour le médicament d'urgence, je dis bien. Et en me disant qu'il y a une pharmacie qui est à l'entrée de l'hôpital, de dire qu'on n'a pas de médicaments d'urgence dans les urgences. On n'a pas d'accueil d'urgence, on n'a pas de médicaments d'urgence. Il vous fait une prescription de médecin, il le donne à la famille en vous disant d'aller chercher le médicament et de revenir. En attendant, pour l'instant, tout le monde croise des bras, on regarde le malade. Mais ce qui lui laisse le temps de mourir une 4e fois encore. Donc, au grand des hasards, si la famille a les moyens de mettre la main dans la poche et d'aller chercher le médicament, il va le chercher, il va ramener et on peut commencer à envisager de prodiguer des soins. Est-ce que quelqu'un parmi nous a envie de vivre une expérience pareille? C'est malheureusement caricatural. C'est quelque chose que j'ai tendance à schématiser tout le temps. Mais c'est une faillite. Nous tous, on est Sénégalais, on a vécu là-bas, on a grandi là-bas pour la plupart, on a toutes nos familles pour la plupart qui sont là-bas. Et ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas un film, c'est une réalité. Malheureusement, si ce n'est pas vous, parce que nous, on est dans un pays où en tout cas le niveau de santé est jugé acceptable. Il faut savoir que nos tantes, nos soeurs, machin,
qui sont sur place vont être confrontés à cette réalité-là. Et donc ça nous interpelle. Ça nous interpelle non pas en tant que professionnel de la santé. Moi, je me sens autorisé à parler de ça parce que c'est mon métier, mais je parle de ça en tant qu'humain. C'est même pas en dehors de ce contexte-là. Donc, quand on regarde ce parcours-là, moi je dis que ça c'est une faillite collective en fait. Parce que le minimum qu'on peut assurer de façon décente, on n'est même pas fichu de le faire correctement. Et ça nous pose un problème. Indépendamment de la politique, indépendamment de qu'est-ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant, à l'état actuel, c'est ce qu'il y a au Sénégal. Et ça, c'est un problème. Et rien que pour ça, ça suscite un engagement. Ça doit susciter un engagement et ça doit susciter des vocations forcément. Donc, ne serait-ce que pour cette raison-là, on peut avoir une démarche de militantisme, je ne sais pas, de démocratie participative, de démocratie, vous l'appelez comme vous voulez, mais vous ne pouvez pas, à l'heure actuelle, dire je me croise les bras, je ne me sens pas concerné, rien que par cet état de fait. À partir d'aujourd'hui, vous êtes conscient, peut-être que vous ne saviez pas, vous êtes excusé, mais à partir de ce moment-là, on a conscience d'un problème, indépendamment du fait que ça soit politique. C'est un problème humain. Et quel est notre rôle vis-à-vis de ce problème-là? Telle est la question, et tel est peut-être le sens du débat que je voulais juste lancer. Et vous amener à ce qu'on médite dessus. Donc, tout le reste, en fait, c'est des convictions personnelles. Pour moi, c'est une faillite proactive. C'est une irresponsabilité totale, une irresponsabilité à tous les niveaux, et principalement de l'État. Parce que la santé, ce n'est pas une démarche personnelle. Tout le monde peut avoir la bonne volonté, mais on est tous dans les mouvements citoyens, on intervient. Moi, ponctuellement, j'interviens au Sénégal sur des choses, à travers des cadres associatifs, à travers des militantismes, mais on intervient sur des missions ponctuelles. Et sur ces missions ponctuelles-là, on peut régler peut-être 2-3 problèmes. Essayer d'organiser une prise en charge pour quelque chose de plus sérieux, c'est sporadique. C'est pas comme ça qu'on va régler le problème des populations. Donc, ces questions-là, elles nous interpellent. Et pour moi, en tant qu'humain, quand je vis ces expériences ou quand je partage ces expériences-là, le sentiment qui m'anime, c'est la honte. Parce que j'ai mon semblable que je dois aider, qui est en situation de stress. Parce que celui qui est malade, il ne demande rien à personne. Et malheureusement, je ne peux pas l'aider. Et ça, le seul sentiment que ça nous confère en tant qu'humain, c'est un sentiment de honte. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Le constat, voilà, ça soit comme une évidence. Hein. Je disais tout à l'heure, dans la diapo tout à l'heure, que on est bon dernier de la classe, mais le truc, c'est pas de faire le constat, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait après? De quoi est-ce qu'on a besoin? Je pense qu'on a besoin de tout. Parce que là, on a identifié à travers ce parcours simple de santé, qu'est-ce qui manque au Sénégal? On sait qu'on n'a pas de prise en charge hospitalière, il n'y a pas de premier niveau d'accueil de médecins et de médecine de proximité, ainsi de suite. Donc ça peut déjà être une piste. Qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter une réponse adaptée par rapport à ça? Ça, c'est la première chose. Et dans le parcours hospitalier, il y a la prise en charge pré-hospitalière, comme je vous disais tout à l'heure. Est-ce qu'en amont, si on a une situation d'urgence, est-ce qu'on est outillé pour répondre de façon adaptée? La réponse est non. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour apporter une réponse? Parce qu'au moment où je vous parle, il y a encore les urgences. Hein. Les enfants vont continuer à mourir, les femmes continuent à accoucher dans les routes, machin. Juste parce qu'on ne peut pas avoir une réponse adaptée par rapport à ça. Est-ce que ça nous interpelle ou est-ce qu'on se croise les bras en disant qu'on n'est pas concerné? Ou qu'est-ce qu'on fait? Ou dans la prise en charge aux urgences, l'accès aux médicaments, pareil. Vous venez avec un malade qui est urgent, on vous dit qu'il y a à aller chercher des médicaments. Donc ça, c'est un autre problème aussi, qui peut-être pas l'objet de mon propos, mais qui est aussi intimement lié, c'est l'exploitation, l'accès aux médicaments, et surtout un problème de coût aussi. Donc que faire? Je pense que c'est un chantier. Pour moi, quand je caricature un peu toujours le système sanitaire au Sénégal, le parcours de soins, je me dis comme étant professionnel de la santé, je suis dans mon cabinet et puis il y a un malade qui vient me voir. Il me dit, docteur, je suis malade, qu'est-ce que vous avez? J'ai mal à la tête. Bon, très bien. Il n'y a rien d'autre, il me dit, j'ai mal aux jambes aussi, depuis hier, je ne parviens pas à marcher. Ok, très bien. Il me dit, bon, hier aussi, j'ai eu mal au cœur et j'ai du mal à respirer. Donc finalement, c'est un malade qui est malade de la tête aux pieds. Malade de la tête aux pieds. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bon, soit on l'accompagne tout doucement dans sa lente agonie et puis on n'en tirera absolument rien du tout. C'est ce qui prévaut actuellement. Soit, moi, pauvre pédiatre qui ne connaît rien de
la chirurgie cardiovasculaire, ben, j'appelle au secours. Et le secours, c'est appeler toutes les spécialités, celui qui s'occupe de la tête, celui qui s'occupe des pieds, et ainsi de suite, pour qu'on entoure le malade et que chacun, suivant son expertise, puisse apporter une réponse et puis essayer globalement de soulager le malade. Et c'est ce que j'ai dit, si vraiment on veut révolutionner ou on veut réformer, parce qu'il n'y a pas de révolution, on veut réformer le système sanitaire au Sénégal, c'est ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin des politiques, parce que les politiques, ils ont montré en fait leur échec, tout simplement. Je dis que souvent dans cette situation, il y a deux choses. Il y a la situation d'urgence qui est une situation désastreuse, et le propos que je disais tout à l'heure, c'est cette situation-là, c'est une situation héritée, c'est un héritage qu'on a depuis le temps des indépendances jusqu'à maintenant. On a hérité de cette situation-là, mais qu'est-ce qu'il faut faire de cette situation-là? Donc il y a les deux situations d'urgence. On a encore le temps peut-être de se dire on va révolutionner, on va avoir une vision, on doit avoir une vision en tout cas, parce que le malade, il est vraiment malade, on ne peut peut-être pas le mettre à niveau complètement, mais il faut que les choses changent et il faut que ça change dans la durée pour qu'on puisse avoir des niveaux de soins acceptables. Mais en attendant d'avoir un projet qui soit viable dans le temps, il faut quand même continuer à s'occuper des urgences. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'occupe, on essaie de réformer les choses tout de suite de façon urgente? Est-ce qu'on peut faire l'urgence et en même temps régler le problème? Voilà, il faut qu'on hiérarchise en tout cas les niveaux de priorité. Donc voilà, moi j'essaie juste, et je pense que vous allez m'aider un petit peu dans ce travail-là, à me poser des questions et à essayer d'apporter des réponses, peut-être à mon niveau en tant que professionnel, mais ou au niveau de tout un chacun, parce qu'il y a des économistes, il y a des juristes, il y a des financiers, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'approche, elle est de deux choses. Donc ça, il y a la pratique en médecine de ville, on a besoin de médicaux, de paramédicaux, ça c'est la liste des besoins. Et qui dit médicaux, paramédicaux, dit besoin de formation, parce que si on n'est pas formé, on ne peut pas exercer. Donc il y a le niveau de besoin de formation. Une fois qu'on a formé, comment est-ce qu'il faut les motiver pour qu'ils restent en ville, pour qu'ils travaillent, qu'ils payent l'addition, parce que finalement ça a un coût. Parce que les médecins qu'on peut former, entre guillemets, et ça je pense que je vais rapidement faire une petite flèche dessus, qu'on peut former, ils sont capables de servir en ville, qui et comment on va organiser la prise en charge. Ça aussi c'est une question. Donc la prise en charge hospitalière, le transport, comme j'ai évoqué tout à l'heure, le personnel, la logistique. Souvent aussi il y a des faits d'actualité qui nous rapportent de façon très violente parfois à la réalité des choses. Tout le monde a été au courant de l'histoire des prématurés qui sont nés dans une structure qu'on n'a pas pu transporter parce qu'il y avait un camion, que le camion était là mais que la vitre était cassée. Dans quel pays on est La vitre est cassée, quand on les transporte, il y a du vent, ainsi de suite. C'est des choses, on n'est pas en train de faire de la médecine de guerre. On est dans un pays, vitre cassée, on ne peut pas transporter des prématurés parce que l'hypothermie, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous devez transporter un malade, vous ne pouvez pas parce que l'ambulance est là, mais il n'y a pas de carburant. C'est des choses, c'est pas risible. On a presque envie d'en rire, mais c'est pas risible, c'est pas drôle. Parce qu'il s'agit de la dignité et de la vie humaine, tout simplement. Et malheureusement, c'est des situations qui sont quotidiennes au Sénégal. En termes de responsabilité, ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas imaginer dans un pays qui est sérieux. Je ne parle pas de la France. Je n'ose même pas oser la comparaison. Mais c'est des choses qui ne sont pas sérieuses. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait des niveaux de responsabilité qui se situent et que les prises en charge soient améliorées, tout simplement. Je ne parle même pas des plateaux techniques, du parcours hospitalier, parce que quand on arrive aux urgences, finalement, avec tout ce parcours de panoplie, de trouver un lieu d'hospitalisation, c'est encore une galère pas possible, et la prise en charge hospitalière. Donc les trois niveaux sur lesquels on doit agir, c'est effectivement, bien sûr, et bien entendu la formation. Donc la formation, on est très très mauvais aussi en termes de formation. À l'échelle au Sénégal, à peu près, on forme une 60aine de médecins à l'année, et très très peu. Les formations en paramédicaux, j'en parle pas du tout. Les ressources en structure, tous les hôpitaux à peu près qui tiennent la route, c'est des choses peut-être qu'on a héritées de l'indépendance. Actuellement, il y a des petits programmes, là on commence à essayer de bouger un tout petit peu, on a construit un hôpital d'enfants à Diamniadio, il y a l'hôpital d'Abidjan. Mais c'est des hôpitaux qui existent que de nom. Et j'ai vu la dernière fois qu'il y avait un programme que M. le Président voulait financer pour construire 4 autres hôpitaux avec 600. Je dis, les hôpitaux, ce n'est pas des bâtiments.
Et souvent, on fait cette erreur-là. C'est ce qui travaille, c'est ce qui fait les hôpitaux. On a besoin de structures, on a besoin de ressources humaines. Et si on a failli sur la formation des compétences, sur la formation des ressources humaines, on peut avoir tous les plateaux techniques du monde, les malades ils mourront devant parce qu'il n'y a personne qui va les faire travailler. Donc il faut qu'on forme les gens. Et effectivement, dans un second temps, ou en tout cas en adéquation, avoir des structures qui permettent d'avoir en tout cas un plateau technique. Tout à l'heure, il parlait du TR, avec je ne sais pas quel chiffre, et puis là, j'ai eu une information, en tout cas tout récemment, de la Côte d'Ivoire qui inaugurait encore un énième centre hospitalier universitaire avec un coût qui était... Là, je parle de centre hospitalier universitaire, parce que là, on fait de l'enseignement. Et l'enseignement, c'est très très important. Si on ne fait pas de l'enseignement, si on ne fait pas de la formation, et pourquoi les centres hospitaliers sont importants? Parce que c'est là où on forme les internes, c'est là où on forme les étudiants, et ainsi de suite. Donc nous, on devrait plus tendre vers ces choses-là que d'autres financements. Après, la réflexion sur le financement, parce que la santé, quand même, ça a un coût. Il faut savoir que même dans les pays qui sont hyper développés, l'État s'endette à coût de milliards quand même pour pouvoir financer les programmes de santé. En France, tout le monde entend parler du déficit de la sécurité sociale. Parce qu'il y a des âges clés dans la vie où on est très consommateur de santé, c'est les âges faibles, c'est quand on est très jeune et quand on est très vieux. On est très consommateur de santé sur ces âges extrêmes de la vie, mais il faut, avec intelligence, trouver le moyen de financer quand même cette politique-là. Donc la formation, voilà, comme je disais tout à l'heure, ce qui existe en tout cas, on dit que oui, on est de qualité parce qu'on forme des médecins étrangers. Et souvent, quand j'entends ça, je dis, mais oui, on forme les médecins étrangers, mais les médecins étrangers dont leur pays ne peuvent pas former, ou en tout cas n'ont pas l'intention de former. Au Sénégal, vous voyez, ce que j'ai dit que 70% des spécialistes qu'on forme au Sénégal sont étrangers. 70%. Déjà, on en forme très peu. Et le peu qu'on en forme, c'est des étrangers. On dit, oui, la médecine au Sénégal, c'est très bien parce qu'on forme les Marocains. J'ai dit, non, ça ne marche pas comme ça. Moi, j'ai fait le Maroc. Au Maroc, pour accéder à la médecine, il faut avoir mention très bien au bac et il faut faire un concours. Genre, voilà, il faut être... Et quand vous avez fini votre parcours de médecine générale, pour faire l'internat ou le résident, c'est le concours d'accès à la spécialité. C'est un concours, c'est pas votre concours. Et par voie de concours, c'est un examen classant. Les premiers, ils veulent faire la cardio, ils font la cardio, ainsi de suite. Et une fois que la liste est finie, parce que c'est les listes de postes à pouvoir, c'est pourvu, bah, les autres voulaient faire la cardio, bah, c'est fini la cardio pour vous, il fallait être premier de la classe. Qu'est-ce qu'il faut bien au Sénégal? Pourquoi? Parce que comme au Sénégal, nous, on est les champions du monde du bordel, l'État s'est complètement désengagé de la formation en fait, des spécialistes. Et ça, c'est une information de taille, c'est capital. C'est-à-dire qu'au Sénégal, aujourd'hui, dans le parcours de médecin, donc voilà, vous avez mention, vous demandez, on peut vous orienter. Mais une fois que vous avez fini votre parcours de médecine générale, pour être spécialiste, c'est au bon vouloir du chef de service. Moi, j'ai fini la médecine au Maroc, je voulais faire la pédiatrie, mais je voulais la faire au Sénégal. Je suis rentré, ça c'est une expérience personnelle. Je vois au service, je vois le patron, il me dit, bon écoutez, il n'y a pas de concours. Pour vous dire que c'est une porte ouverte à n'importe quoi. C'est le chef de service qui, au bon vouloir de la tête du client, choisit de vous dire que cette année, je vous prends comme interne ou pas. Ça, c'est une catastrophe. Ça existe aussi nulle part ailleurs. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il a peut-être une liste de dizaines de candidats qui veulent faire la pédiatrie. Donc, il y a Cherioum, est-ce qu'il est capable de payer? En fait, le truc, c'est juste du mercantilisme. Pourquoi la réponse, elle est simple. Pourquoi on forme les étrangers? Parce que c'est les étrangers qui cassent. Le Sénégalais qui vient, il veut faire la pédiatrie, moi je veux faire la pédiatrie. On m'a gentiment fait comprendre pourquoi je suis arrivé en France, on m'avait gentiment fait comprendre que pour que je sois inscrit en spécialité, il fallait que j'attende un an plus tard. C'est tout. Un an, que j'attende un an, et c'était même pas sûr que je puisse avoir la pédiatrie au Sénégal. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, peut-être que l'étranger paye plus. À la limite, s'il y avait une liste de prétendants, on fait un concours et puis on prend les meilleurs, ça se comprend. C'est le chef de service qui décide de qui il prend, qui ne prend pas. C'est irrationnel, c'est irrationnel. Et ça, c'est une faillite de l'État. Donc l'État a un rôle très très important. Et donc, il y a tous ces vecteurs-là qui font que on ne peut pas savoir tout ça, connaître tout ça, et puis dire que bah, je ne suis plus... Voilà, on ne peut pas se détourner de tout ça. Donc voilà, le rôle de l'État, c'est d'établir un cadre. Dans tous les autres pays, ça marche comme ça. L'État dit que moi, je veux former des spécialistes, si je veux en former tant, et c'est le cadre. Vous faites un concours, les premiers choisissent, et les autres, peut-être, ils iront au Mali, ils iront dans les autres pays faire leur cardiologie, comme les autres qui viennent au Sénégal. Et puis nous, on s'enorgueillit de se dire
qu'on forme les spécialistes des autres pays alors qu'ils viennent parce qu'ils mercantilisent et puis ils viennent acheter leur diplôme parce que tout simplement c'est à la solde d'une seule personne qui décide qu'il prend pas. Donc pour vous dire que c'est d'une insuffisance extraordinaire. Et la qualité dont on s'enorgueillit, c'est à prendre avec des pincettes aussi. Donc voilà, les ressources structurelles, bon, on a besoin d'hôpitaux, ainsi de suite, mais il faut que ça va de pair avec les ressources humaines. Bon, c'est insuffisant, hein, comme ça a été montré sur le tableau, et en plus c'est très mal réparti. Bon, vous imaginez bien que tout est réparti et concentré sur Dakar. Et ça aussi, c'est une information. Vous prenez une région du Sénégal, c'est d'où, pour ne pas la citer, et il n'y a que 3 spécialistes dans toute la région. 3 spécialistes. Vous avez intérêt à ne pas être malade là-bas. Bon, pour le financement, ça c'est juste de capacité de... Actuellement, en tout cas, c'est l'État qui finance à hauteur à peu près de 50%, 51%. Juste pour dire que voilà, à travers surtout des programmes mais qui sont vraiment inefficaces. Le PN, les SPN, les programmes, il y a des programmes, et qui ne servent absolument à rien du tout. Parce que si c'était efficient ces choses-là, on aurait peut-être pu avoir des ébauches de résultats. On serait peut-être, voilà, on aurait acquis quelque chose sur lequel ça peut être un postulat ou une base de travail. Ce n'est pas le cas. C'est inefficient. La part du PIB, du budget dans les dépenses de santé, ça aussi, il faut être aux forces des propositions qu'on puisse dégager de l'Assemblée, qu'on puisse savoir à quelle hauteur on peut penser participer, et puis la gestion intelligente des ressources. Ça aussi, c'est une autre anecdote que je vais peut-être partager avec vous. Tout le monde peut-être sur quelque chose qui est passé tout récemment sur une chaîne française. Nous avons vu qu'il y a des magistrats, en tout cas moi c'était une découverte pour moi, récemment je ne savais pas, que l'État du Sénégal envoie ses hauts fonctionnaires, les magistrats, ainsi de suite, pour faire leur check-up. Je ne dis pas parce qu'ils sont malades, ils viennent se soigner, ils viennent faire leur bilan en France, dans un très grand hôpital parisien qui coûte très cher et qui a vocation à recevoir une patientèle étrangère parce que dans sa politique, elle dit que ce qu'elle facture aux patients étrangers, aux patients français, est de majeur de 40% par rapport aux patients étrangers. Vous imaginez? Et l'État du Sénégal a la bonne idée d'envoyer, en tout cas pour ce qui a été du reportage, ces magistrats pour venir faire leur bilan. Je ne parle pas de venir se soigner. Faire un bilan, c'est quoi? Je ne sais pas, 55 ans, je dois avoir un facteur de risque cardiovasculaire, peut-être la prostate, ainsi de suite. Vous venez, vous tendez la main, on fait une prise de sang. On prend un brassard à tension, une prise de sang pour voir ton taux de cholestérol, l'antigène prostatique. On te fait une tension artérielle, ainsi de suite. Et après, vous faites le tour des spécialistes. Vous voyez le cardiologue qui vous dit, bah, écoute, il faut un électrocardiogramme, tout va bien. Vous voyez ainsi de suite. Vous faites juste une consultation simple, vous faites le tour des spécialistes. Ce mec-là, il quitte le Sénégal, aux frais du contribuable. Il est logé, j'imagine, dans un hôtel parisien. On ne va pas loger un magistrat quand même dans un... Et tout ça, à l'échelle de tous ces fonctionnaires-là, vous imaginez ce que ça représente en termes de coût. En tout cas, pour ceux qui sont en investigation, je pense que ça peut être un sujet de recherche assez intéressant. Et je dis bien que ne serait-ce qu'en une année sur ces prises en charge-là. Je ne parle même pas de la prise en charge des malades, des gens qu'on attrape avec des millions qui viennent soigner les gens aussi. Cet argent-là, cette manne qui sort du pays et qui vient nourrir ou enrichir ce pays qui est déjà... Est-ce qu'on ne peut pas prendre juste une année, quoi, cette enveloppe-là? On en construit un hôpital, on en fait un plateau technique et puis ces gens-là, on les prend en charge. Ça peut être déjà une solution. Tu fais ça une deuxième année, une troisième année, au bout de 4 ans de magistrature ou de mandature, mais tu es déjà assis sur un patrimoine. Ça peut être une piste de réflexion. Donc ça veut dire, c'est ce que je voulais dire par la gestion intelligente des ressources. On a des ressources très faibles, mais on les gère de façon catastrophique. Donc voilà, on prend, je ne sais pas s'il y a des magistrats dans la salle, c'est pas pour vous faire offense, ni faire offense à votre crâne, mais voilà, ça c'est la faute de l'État. Donc en termes de couverture, quel système? Parce qu'il va falloir financer le régime de base qui va cotiser pour les complémentaires. Et l'autre arnaque dont il faisait allusion tout à l'heure, c'est la CMU. Pour moi, c'est une arnaque tout simplement. Parce que, ok, ça marchait, bon, on fait signe que le temps est fini, donc voilà, les autres parties qui sont financées. Donc nous, voilà, la responsabilité que nous avons, nous, c'est de poser des acquis, de répondre aux défis présents et de préparer aussi les générations futures. Parce que nous, c'est peut-être quelque chose qu'on a hérité, mais si on part et que nos enfants, on les laisse ça, c'est quand même une honte, quoi. Donc, l'humain au cœur de l'action. Parce que finalement, c'est une histoire d'homme. C'est une histoire de dignité, c'est une histoire humaine, tout simplement. Et il faut qu'on remette
l'humain au centre, par une politique claire, tout simplement, former les gens qu'il faut, et surtout mettre les bonnes places pour prendre les bonnes décisions. Les idées que je suis en train de vous donner, ceux qui sont en train de décider au Sénégal, ils les savent, ils ont fait HEC, ils ont fait les mêmes écoles que vous et moi, ils ont été médecins ici, et pourquoi? Est-ce que c'est juste la probité qui manque et qui fait qu'on ne peut pas prendre ces décisions-là ou pas? Donc, s'il faut mettre des bonnes, je sais pas, les right man, right place, c'est comme ça vous les anglophones, les bons hommes aux bons endroits pour qu'ils prennent les bonnes décisions, tout simplement. C'est tout ce dont cette démarche participative peut, en tout cas dans mon idée, me faire espérer qu'on va dans cette optique-là, en tout cas à l'initiative du parti sur lequel, donc les programmes, machin, institut, tout ça, voilà. Donc bon, je vais m'en arrêter là. Je remercie encore une fois l'occasion qui m'est offerte en fait par cette vitrine de partager cette expérience-là avec vous. J'aurais aimé faire du coup, voilà, c'est un truc qui me tient à cœur, donc je peux en parler pendant des heures et des heures. Mais ce qui m'interpelle, ou ce que je veux le plus en fait, c'est la démarche participative. J'ai même pas eu le temps de parler de démocratie sanitaire, ça aussi c'est un autre concept, ainsi de suite, mais que chacun de vous parte aujourd'hui en disant qu'actuellement, si vous n'aviez pas conscience, j'ai conscience de quelque chose, et quel est mon rôle à jouer dans ce cadre-là? Peut-être que nous, le travail qu'on fait, c'est le travail de la base dans le cadre du parti. C'est cette réflexion-là qu'on veut mener en disant que quelle est ma part de responsabilité, quelle doit être ma part de contribution, en tout cas pour améliorer ce système-là qui est déjà véreux et que je souhaite laisser quand même sur les générations futures un avenir meilleur. Donc voilà, je vous remercie de votre sociologue aussi, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris 13. Moi, je vous remercie d'abord de cette belle prestation. Et je pense que on apprend déjà que le système, bon, on savait déjà que le système sanitaire est malade, très malade d'ailleurs. Axer ma contribution sur l'approche systémique, parce que vous avez un peu quantifié et parlé un peu de manière quantitative d'une approche plus ou moins individualiste. Et l'approche globale pour essayer, disons, de résoudre la problématique sanitaire au Sénégal, je pense qu'il faudrait une approche plus ou moins holiste, c'est-à-dire d'inclure le management sanitaire comme une variable stratégique dans le domaine du système sanitaire sénégalais. Et bon, par rapport à mon expérience, j'interviens dans un département où c'est la santé, c'est le département SMBH, santé, médecine et biologie humaine. Et j'interviens pour former aussi des infirmiers d'État dans le domaine du management des organisations sociales et sanitaires pour essayer de voir comment, dans une vision prospective, essayer de former des médecins qui vont pouvoir manager leurs agents. Donc ça, c'est important. Et moi, la première fois qu'on m'a appelé pour faire ces interventions, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'un sociologue a à faire dans un tel département. Mais en essayant effectivement de travailler avec eux sur des approches stratégiques organisationnelles, de revoir le système sanitaire et le mettre en rapport avec la réforme hospitalière. Et on s'est rendu compte, effectivement, il y a beaucoup de médecins qui en avaient besoin, il y a des infirmiers qui en avaient besoin, du point de vue de management, pour corriger effectivement leur approche managériale. Et je pense que ça, au Sénégal aussi, je pense qu'on en a énormément besoin. Et c'est tout le système qu'il faut revoir, et tout en essayant de se situer dans une vision vraiment prospective. On a des médecins de qualité, mais il faut vraiment revoir l'approche qu'on développe. Donc c'est juste là où je voulais accentuer mon intervention. Merci. D'abord remercier nos talents exposants. Je pense que ça fait partie des motivations qui nous ont amenés à participer, parce que Malik, notre secrétaire général, d'abord je suis du Parti socialiste, pour précision, nous disait de faire vite pour venir à cette conférence, du fait qu'on identifie les gens du PUR comme des gens très rigoureux, très sérieux. Ce qui faisait le plus souvent, quand nous sommes à 14h, on vient à 16h. Ce qui fait qu'on a fait très vite de venir. Mais aussi, Malik, mon responsable, l'a dit,
nous pensons que vous allez apporter un souffle nouveau par rapport au jeu politique. Ce qui veut dire que mon inquiétude, ce n'est pas la pertinence des exposés, mais surtout, connaissant les Sénégalais, nous sommes très forts en conférence et en séminaire. Vous allez à Saly, tous les week-ends, il y a des séminaires. Mais en revenant des séminaires, tous les dossiers sont classés. Ça veut dire quoi? On tient actuellement un débat très riche, vraiment avec des experts. On a un médecin, on a un juriste et on a un journaliste d'investigation. Tout à l'heure, pour répondre aux interrogations du docteur Cissé, il parle des urgences. Moi, ma question, c'est quand même celle-ci. Il faut que cette conférence nous serve à quelque chose. Un problème fondamental se pose au Sénégal en matière de droit. C'est le droit à la vie. Vous avez parlé d'urgence. Tout dernièrement, j'ai assisté à vraiment un drame. Parce que moi, j'habite à Bentali. À Bentali, il y a un quartier qu'on appelle Cité Bissa. L'hôpital ou la structure de santé la plus proche, c'est Croix-Bleue. À Croix-Bleue qui est presque à 200-300 mètres. À part ça, il y a Gaspard Camara qui est à des centaines de mètres. Mais les parents avaient peur de l'amener au Croix-Bleue parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et pour l'amener aussi à Gaspard Camara au Dantec, ça va coûter cher. Mais du fait qu'on est là, est-ce qu'on a la chance d'avoir un député du PUR? Est-ce qu'à sortir de cette conférence, on ne peut pas faire une proposition de loi pour qu'au Sénégal, les gens soient un droit à la vie? C'est-à-dire, la personne a le droit d'aller se soigner à la structure de santé la plus proche. Mais au Sénégal, nous nous parce que le gars a peur d'aller à la structure de santé la plus proche parce qu'il ne peut pas se soigner dans une clinique. Alors que peut-être qu'il avait un problème de 15 minutes, d'une heure de temps, de 2 heures de temps, et n'ayant pas les moyens d'aller à l'hôpital Dantec parce qu'il va trouver une queue extraordinaire, ou bien on va lui réclamer de l'argent même avant de se soigner. Parce qu'à la clinique, qu'est-ce qui va se poser? Une fois arrivé à la clinique, on va lui poser est-ce qu'il a des moyens de payer. Ça veut dire que si nous, on ne règle pas les problèmes de droit, parce que l'État a l'obligation vraiment d'intervenir par rapport aux urgences, par rapport aux soins d'urgence. Et malheureusement, Sénégal, comme nous disons que nous sommes un pays croyant, et le problème, chaque fois que le problème se pose, on dit que nous avons moyen. Donc malheureusement, ce que je propose, c'est qu'au moins qu'on puisse légiférer par rapport aux jugements au Sénégal. Ça, vraiment, c'est ce que je voudrais. C'est la question, est-ce qu'au niveau du droit, on peut le faire? Et deuxièmement, aussi, ma proposition, c'est qu'au sortir de cette salle, qu'on se dise au moins ce qu'on a réussi, c'est de dire à nos parlementaires de leur faire une proposition de loi pour qu'au moins ça soit au moins quelque chose de positif par rapport à cette assemblée. Merci.